Bonsoir et bienvenue à une autre émission VA2 CQ. Ce soir, nous avons un invité, Jacques, VA2 Alpha Zulu Alpha, et Jacques va nous entretenir de stations répétitrices et de réseaux d'amateurs. Donc, immédiatement après la pause, nous rencontrons notre invité pour ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Jacques, cordial bienvenue à l'émission. Jacques, on parle ce soir de structure, on va parler de réseau radio-amateur, de réseau d'urgence également. Et si on pourrait parler dans quel spectre de fréquences que ça travaille? Ah, bien sûr, ce soir, on ne parle pas d'ondes courtes qui sont propagées aux pourtours de la Terre, on parle plutôt d'ondes à portée optique. On parle de très haute fréquence et d'ultra haute fréquence. D'accord. Maintenant, si on parle d'ultra haute fréquence, on pourrait peut-être donner des exemples, à savoir comment ça fonctionne exactement, là. Oui, bien en fait, l'ultra haute fréquence, ce sont des fréquences où il y a quand même certains avantages. Entre autres, c'est un type de fréquence où on peut transporter plusieurs informations, un plus large volume d'informations, exemple des signaux de télévision, qualité de voix, les tonalités. Là. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Il y a également la longueur d'onde ou la fréquence qui amène des antennes de dimensions plus petites, plus pratiques. D'accord. Tantôt, on va voir quelques images dans un instant qui vont justement nous donner des exemples, à savoir comment ça peut s'installer également dans un véhicule automobile. Ben, c'est ça, c'est ce qui fait qu'on les retrouve généralement dans les services mobiles, dans en opération mobile, en opération maritime. On a également les appareils portatifs, compte tenu de la fréquence, qui a beaucoup d'avantages au point de vue flexibilité. D'accord. Maintenant, au niveau son également, si on parle de très haute fréquence, je présume que c'est un peu mieux là, que la qualité générale. La qualité meilleure, c'est ce qu'on mentionnait, là, du point de vue quantité de signaux. On peut même aller jusqu'à des signaux de télévision. Et point de vue son, c'est meilleur. On peut transmettre des tonalités, un peu comme sur un clavier de téléphone, qui vont garder leur point de vue sonorité, qui vont garder toute leur qualité. Tantôt, on parlait quand même de très haute fréquence. On a des exemples présentement, ce qu'on voit à l'écran. Deux véhicules, alors c'est à vue, ça. Est-ce qu'il y a des distances qu'on pourrait peut-être un peu plus... On parlait d'ondes dites à portée optique. Là. En fait, c'est que théoriquement, ce sont des transmissions qui sont limitées en principe par la courbure de la Terre. Mais bien sûr, c'est vraiment théorique. Là. En pratique, dès qu'il y a un obstacle majeur, une montagne, un édifice, c'est un peu le défaut de ce type de transmission qui, à ce moment-là, va nous limiter en portée. On parle de 10 km, 30 km, là, selon la topographie. Alors, c'est là que vient justement jouer le jeu des stations répétitrices. C'est ça. Si on veut aller au-delà de cette portée-là, on doit, à ce moment-là, utiliser ce que l'on appelle des stations répétitrices. Ce que c'est une station répétitrice, en fait, c'est qu'on utilise le même obstacle, la montagne ou l'édifice, et on y place des équipements radio, un émetteur et un récepteur, qui, du haut des airs, peut facilement capter ces signaux-là. Un peu comme un miroir, un relais, et les amplifier et les retransmettre dans un rayon. On voit dans la photo du bas présentement. Oui, alors, on peut à ce moment-là multiplier par 10 la portée, et même plus, on peut même parler de 150 km. Alors, c'est le rôle de la station répétitrice. C'est des équipements que les radioamateurs utilisent depuis le milieu des années 60, 65. Il peut y avoir combien de stations répétitrices, Jacques, au Québec, au niveau des différents réseaux, naturellement? Il y en a plusieurs. En fait, en 78, il y en avait environ 80. Maintenant, on parle de 220. Alors, c'est un phénomène qui remonte aux années, quoi, 60? Oui, on parle du milieu des années 60.
Alors, il y a eu quand même une grande évolution. Il y a eu une grande évolution parce que il y a quand même des coûts associés à ça. Là. Au départ, ils sont considérés comme une station en tant que telle. Ils ont leur propre, même si ce ne sont que des machines, ils ont leur propre indicatif d'appel. Le coût, dépendant de la version maison ou d'équipement acheté commercialement, on peut parler de 2 000, 5 000 et même et plus, 5 000 $. On parle uniquement des équipements radio. On ne parle pas des chemins qui doivent être faits pour accéder au site. Maintenant, compte tenu de ce coût-là, c'est souvent un projet de club. Il y a plusieurs clubs dans la province un de leurs premiers projets. Les amateurs se regroupent entre eux de façon à pouvoir réaliser une station répétitrice dans leur région et augmenter de cette façon-là la portée des équipements en très haute fréquence. Alors, ce qui nous assure quand même en véhicule automobile ou avec l'appareil que vous avez apporté ce soir également, on peut se servir de cet appareil-là. Ça couvre une grande distance et puis... Ça couvre une grande distance et en même temps, c'est une belle occasion d'expérimenter et de bricoler aussi pour chacun des radioamateurs. Maintenant, ça peut regrouper plusieurs personnes. On ne décide pas du jour au lendemain. Il y a certaines études, même si c'est au niveau amateur, Jacques, avant de choisir un site, justement, pour dire on va installer une station répétitrice, on fait des essais quand même. Oui, ils font des essais. En fait, ça dépend des régions. Il y a des régions où, si on dispose d'un site moindrement intéressant, selon l'altitude du site, une seule station suffit pour desservir tout un territoire. Maintenant, ces stations répétitrices-là, on parlait au-dessus de 200 tantôt, ils sont répartis un petit peu partout dans la province. Chacune des régions a ses stations. Bien sûr, dans les régions urbaines, il y en a davantage, là, où il y a aussi une plus grosse clientèle pour les utiliser. Mais on les retrouve un peu partout. Certaines d'entre elles disposent de pouvoirs d'urgence. En cas de panne d'électricité, ça arrive. Ils peuvent à ce moment-là opérer en cas de panne électrique. Quelques-unes aussi, compte tenu que les sites sont difficiles d'accès, parfois il n'y a pas les services électriques au sommet. Il y a certaines répétitrices qui opèrent sur l'énergie solaire, à l'énergie solaire ou à l'aide d'éoliennes. Alors, c'est quand même des pas avant-gardistes. C'est pas avant-gardiste. Et pour compléter les régions où il y a ce service-là, ces équipements-là ne seraient pas disponibles, entre autres en cas d'urgence. Il existe également au Québec une station répétitrice portative, dans le sens qu'elle est prête à être livrée dans n'importe quelle région. Dans n'importe quel point du Québec. Oui, là, mais on peut l'installer dans différents coins du Québec. Avec les antennes, tout est prêt dans des boîtes, prêt à être envoyé par avion, avec du personnel s'il le faut, ou en utilisant le personnel sur place. Maintenant, qui possède cette station d'urgence, Jacques? Cette station d'urgence, c'est le réseau d'urgence radioamateur, le réseau VE2RUA. En fait, elle est localisée à l'ancienne Lorette, justement près de l'aéroport, de façon à ce qu'elle soit disponible et prête à être livrée dans le Nord. Maintenant, le réseau d'urgence, Jacques, justement d'en faire mention il y a quelques instants, ça comprend qui exactement dans le réseau d'urgence? En plus de tous les amateurs qui peuvent se greffer en situation d'urgence, au niveau de la direction, ça est venu comment, ça, l'idée d'avoir un réseau d'urgence au Québec? Comment en fait, c'est que c'est une façon de venir en support aux organismes là, en place là, c'est pour prendre un temps d'avance avec les gens et être déjà opérationnel au moment opportun. Ça peut regrouper combien de personnes à ce moment-là au niveau de la direction? Le réseau d'urgence, comme tel, au point de vue personnel, on parle de 700 à 800 bénévoles dans la province. Alors, ça veut dire qu'il arrive, peu importe l'événement, qu'il y aura toujours quelqu'un à l'écoute et toujours quelqu'un qui sera prêt à se servir des appareils et de passer des messages. C'est ça. Maintenant, Jacques, il y a d'autres utilités dont on peut faire à part que passer des messages avec les répétitrices. Oui, en fait, les stations répétitrices, il y en a de différentes catégories, ou du moins différentes utilités. Certaines peuvent être utilisées pour la radiotélétypie, les téléscripteurs.
Il y en a en télévision. Il y a également ce que l'on appelle des digipeaters et des boîtes aux lettres électroniques qui servent à la transmission de données, ce que vous en avez déjà parlé, là, de communication entre micro-ordinateurs. Mais il reste que l'usage principal demeure la phonie, la transmission de messages par voix. On parle d'un pratiquement 85% des stations répétitrices qui sont utilisées pour la phonie. Et certaines d'entre elles, peut-être 1 sur 3, ont aussi la possibilité de se raccorder automatiquement à une ligne téléphonique. Ce qu'on appelle un raccordement téléphonique, ce qui permet à la station, soit mobile, soit de chez elle, ou à l'aide d'un émetteur-récepteur portatif, de relier à distance la station répétitrice avec une ligne téléphonique locale, mais à des fins personnelles. À des fins et personnelles. non pas à des fins commerciales. Voilà. Jacques, il y a différents réseaux qui existent, tant au niveau régional que provincial. Si on commence par le régional, on se situe à quel endroit exactement avec les réseaux d'urgence? Les réseaux, en fait, ce ne sont pas uniquement des réseaux d'urgence, ce sont des réseaux de communication. D'accord. Il faut distinguer les deux. On parle ici d'outils de communication. En fait, ce sont des installations qui ont été mises en place et qui peuvent être utilisées en cas d'urgence. Alors, évidemment, quand on veut aller encore plus loin que notre rayon d'action de 150 km qu'on parlait tantôt avec une station répétitrice, alors là, il faut penser faire communiquer entre elles les stations répétitrices, ce qu'on voit dans le haut. Où on peut augmenter à ce moment-là jusqu'à 200-250 km la portée des équipements. Et c'est de là qu'on entre dans la notion de réseau. Et on peut voir en bas, si on répète cette technique de façon multiple, on peut obtenir des portées qui peuvent aller au-dessus de 1000 km à ce moment-là. Alors, ce qu'on voit en bas, c'est entre autres un réseau provincial en phonie qui existe, le seul en phonie, là, qui existe à l'aide de stations répétitrices, qu'on appelle le réseau THF du Québec. Alors, ce qui veut dire qu'à partir du véhicule automobile, de gauche ou à droite, là, de gauche ou à droite, ce qui est illustré, c'est symbolique, mais on voit un peu une communication qui pourrait s'effectuer de Montréal à Sept-Îles, au bas du fleuve, où la station mobile entre d'abord en communication avec le système local, et de là, d'un site élevé à un autre, les signaux sont retransmis vers le bas du fleuve et captés à l'autre bout par la station réceptrice. D'accord. Si on parle de l'origine de tout ça, Jacques... l'origine du réseau THF du Québec, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours un désir de communiquer plus loin avec des appareils de faible puissance. On a vu qu'ils ont bien des avantages, les communications à portée optique, mais quand on veut les contourner, il faut trouver les outils pour. C'est aussi un nouveau défi. Les amateurs aiment bien bricoler, expérimenter et puis réaliser ce qu'on voyait tantôt, la chaîne là, de communication. C'est un gros défi qui était plaisant à relever. Exactement. Pour relever ce défi, il a fallu avoir des réalisations. Ça a pris différents amateurs, comme on va le voir tantôt lors d'un cours vidéo. On pourrait peut-être en parler, Jacques, même si on est radio-amateur, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des avocats. Il faut s'attendre à toutes sortes de choses en radio-amateur. L'implantation de tout ça, les tours qu'on a vus tantôt, les relais, ça prend du temps et ça a pris de la main-d'œuvre. Ça prend du temps, de la main-d'œuvre. Il faut dire qu'à l'époque où on a démarré le projet, il y a aussi la micro-informatique qui était de plus en plus disponible. Présente également. Qui a amené les amateurs aussi à se tremper un peu dans le domaine de la micro-informatique pour supporter les circuits qu'ils avaient réalisés. Alors, en fait, on a démarré en 1980. On a amorcé le grand projet de réaliser tous ces liens-là. Il y en a au-dessus de 3500 km de trajet. Pour ce faire, on a impliqué une quinzaine de clubs radio-amateurs locaux. Alors, chacun réalisait sa partie son morceau du casse-tête. À une certaine époque, il devait y avoir facilement une centaine de bénévoles qui travaillaient là-dessus. On a mis une dizaine d'années. En fait, le réseau est actuellement réalisé à 95% environ. Alors, on a mis une dizaine d'années pour faire cette réalisation-là. Mais étant réalisé ça, il y a un petit peu de tout dans ça. Là. Alors, chacun doit y aller de sa compétence. On parle
On parle d'électronique, bien sûr, on parle de modifier les équipements, mais on doit aussi construire, faire de la construction, construire des abris pour les équipements. On doit faire de la programmation, on doit faire de l'acrobatie en haut des tours, et ériger des tours, je pense on va probablement avoir un peu plus loin. On doit faire quand même certains travaux qui, à première vue, ne sont pas de la radio amateur, mais ça montre un peu que la radio amateur mène un peu à tout. C'est le côté intéressant. Terminé. Exactement, une fois le travail terminé. Il y a terminé, beaucoup de travail qui a été fait pour mettre ce réseau-là en place. C'est quand même quelque chose de très important. Justement, si on parle du genre de fonctionnement, de la syntonisation, de toutes ces choses. En fait, c'est très simple. Il s'agit tout simplement, bon, on a vu la communication en direct au tout début avec une faible portée, où on syntonise une même fréquence et on se parle. Lorsqu'on utilise une station répétitrice, il s'agit simplement de syntoniser la fréquence sur laquelle on peut transmettre via la station répétitrice locale. Lorsqu'on parle réseau, il s'agit de syntoniser une station répétitrice qui, elle, est sur le réseau provincial. L'utilisateur compose une première séquence un premier code d'accès qui relie sa région avec la province et un second code qui, en fait, indique au système avec quelle région. Si je suis à Québec et je vais parler de Chicoutimi, la deuxième séquence de tonalité va dire au système, lui, il veut parler avec Chicoutimi. Ça se fait dans un temps quand même record, ça, genre on donne un exemple. 4 tonalités, tout simplement. Justement. Alors, c'est pas compliqué, là. Mais il faut dire qu'entre les deux, il y a une armée d'électronique qui travaille pour nous. C'est pour ça que c'est quand même très, très simple. Alors, vous avez réalisé, Jacques, un court document qui va peut-être nous donner un petit peu plus d'informations, à voir comment l'ensemble exactement... Peut-être revoir un peu les notions qu'on vient de parler et se donner une ordre de grandeur. D'accord, on écoute. Alors, on parlait tantôt justement de la construction des bâtiments, de tours, de construction de bâtiments pour abriter les équipements. On peut en voir des images actuellement. Ça se passe dans la région de Montréal ou de Saint-Eustache, plus précisément. Ça ne prend pas de carte de métier, là. Ce sont des bricoleurs. Des bricoleurs amateurs. On verra un peu plus loin que pour contrôler tout ce système-là au niveau provincial, il y a l'informatique est entrée en jeu. On a des systèmes, un contrôleur provincial. On voit une partie du système d'affichage. Alors, les lumières qu'on voit, ça indique les opérations en cours, le transmetteur qui fonctionne. À droite, on voit un lien entre les réseaux 3 et 9. On verra ces réseaux-là un peu plus loin. Et ça se fait tout automatiquement là, à partir du petit appareil qu'on vient de voir tantôt. Oui. On leur donne la commande. Ça se fait dans la région de Québec. C'est un système qui est au Mont-Bel-Air. On voit justement une partie de l'ouvrage de programmation qui est caché à l'arrière de ça pour gérer tous ces automatismes-là. Il y a beaucoup de programmation là, qui fait fonctionner ça. On peut même recevoir des messages sur le réseau. Non, en fait, c'est pour illustrer qu'on parlait de différents corps de métier, différentes activités. Bon, il y a tout le suivi de ça avec 15 clubs qui est impliqué, les cédules des travaux, la synchronisation, tout ça. Il peut se passer combien de messages dans un an? Il y a des bulletins d'information à émettre. Il peut se passer combien de messages dans un an ou combien d'utilisateurs? Combien d'utilisateurs? Enfin, on a un réseau quotidien à tous les soirs, là, juste sur ce réseau. En fait, c'est un réseau dans le sens d'heure de rendez-vous. Là, juste sur ça, il se passe au-dessus de 20 000. Il y a 20 000 stations participantes par année, on ne peut pas. Donc, ça peut varier de l'ordre de 75-80 stations là, à tous les jours, en plus de l'utilisation qui en est faite sur une base quotidienne. Alors, on voit là, présentement l'intérieur. On voit des installations là, à l'intérieur des bâtiments. C'est des bâtiments peu plus gros que celui qu'on voyait en construction tantôt. Oui, un petit peu plus. On peut se servir quand même des sites déjà existants, genre qu'on peut partager des sites avec d'autres stations, soit commerciales ou autres. Parce que ce sont des sites qui sont très, très dispendieux, développés. Ça, dans la majorité des cas, ils n'ont pas été développés par les radioamateurs parce que c'est vraiment... Ce qu'on voit présentement, c'est l'installation. On voit l'installation d'une des antennes du système de contrôle. Tout est fait quand même sécuritaire, les gars sont attachés. Les gars sont attachés, puis les antennes ont été bricolées bien souvent. Ce sont des antennes maison.
une autre activité. Grosse fabrication. Il y a un peu de tout. Il y a bien sûr de l'électronique, de la soudure. Je pense que, dans le fond, tout le monde trouve son point là-dedans. Tout le monde trouve son point. C'est un vrai travail d'équipe. C'est ce qui rend le projet intéressant. Alors, tu es prêt justement à refaire. On va envoyer une des antennes tantôt. On est toujours au même site, au Mont-Belair, où se situe le système central qui porte l'indicatif d'appel VE2 RTQ, Roméo Tango Québec, qui est le point provincial du réseau. Si on mettait des coûts là-dessus, Jacques, si on parle au niveau matériel, tantôt on en faisait la nomenclature on parlait d'une répétitrice, bien simple. Bien simple. On parlait de 2000 à 5000, mais ça, c'est un minimum. 2000, il faut vraiment tout faire soi-même, tout bricoler. Là. Mais on parle plutôt de 5-6 000 répétitrices. Alors, à ça, il faut ajouter d'autres équipements. Ce qui veut dire qu'au niveau des clubs, on parlait d'une quinzaine de clubs radioamateurs qui étaient impliqués quand même là-dedans. Ça veut dire que la cotisation des membres, une partie... Une grosse partie est affectée à la mise en place de stations répétitrices. Voilà. Il faut faire attention, il y a certains clubs radioamateurs dans le cadre du projet du réseau THF du Québec qui se sont impliqués dans davantage qu'un site. Certains clubs ont 2 ou 3 sites qu'ils ont mis en place. Justement, en parlant de site, Jacques, on va voir un document que vous avez réalisé et on va aller un peu plus côté technique, voir comment ça fonctionne le réseau RTQ. On va y aller dans quelques instants, mais on va sûrement y aller. On pourrait peut-être, Jacques, justement donner un peu côté technique. Là. Il y a combien de stations à ce niveau-ci pour le réseau? Là? Vous avez un réseau là, en soirée, ça représente un opérateur, j'imagine? Oui, tous les soirs, il y a une équipe d'opérateurs et d'opératrices radio qui se relaient chacun leur soir pour diriger le réseau. En fait, quand on se retrouve à 70-75 personnes sur une même fréquence, c'est pas mal régulier. Il faut avoir un peu de discipline, il faut avoir de l'ordre. Il y a une équipe d'opérateurs et d'opératrices qui est très patient. Très patient. qui dirige le réseau, qui permet à chacun de passer son message, de rejoindre la station qui veut le rejoindre, de passer des messages d'intérêt général, ou tout simplement se signaler, faire acte de présence. Ça, on parle de réseau le quotidien. Je ne sais pas si, monsieur l'opérateur, on peut aller voir notre vidéo. Oui, on peut aller aux vidéos. Alors, ça va être très intéressant. Si tu permets, les communications à très haute fréquence sont limitées en distance, principalement par la présence d'obstacles naturels ou autres. On utilise alors le sommet de ces mêmes obstacles en y installant des stations relais ou répétitrices pouvant capter les signaux radio de stations locales, les amplifier et les retransmettre simultanément à portée régionale de l'ordre de 50 km. À haute altitude, la notion d'obstacle est moins présente et permet la transmission de signaux à des distances limitées en principe que par la courbure de la Terre. Par un code d'accès, une station locale peut y interconnecter un émetteur-récepteur UHF pouvant retransmettre la communication à plus de 100 km. Une autre séquence de tonalité permet d'indiquer au système la région du Québec désirée. Réalisation des années 80, le réseau THF du Québec est basé principalement sur cette technique de lien radio ultra haute fréquence, mais à très grande échelle. Du haut des airs, on peut apercevoir un premier lien UHF réalisé en 1977 entre Québec et Rivière-du-Loup. Par l'intermédiaire de stations répétitrices locales, les radioamateurs des 2 régions peuvent ainsi communiquer entre eux et doubler la portée de leur équipement radio en très haute fréquence. Par une succession de liens, on peut établir diverses communications de point à point. De Québec au Mont-Tremblant, du parc Chibougamau à Sherbrooke, voire même de la baie des Chaleurs au nord-ouest québécois. Interreliés en sous-réseau, desservant l'ouest, le centre et l'est du Québec,
3 sous-réseaux autonomes, mais également interactifs via BA2RTQ, une station de contrôle provinciale micro-informatisée. BA2RTQ contrôle l'activité sur le réseau et relie automatiquement les sous-réseaux appropriés selon la demande. Alors, Jacques, ça a été très intéressant. On a pu voir côté structure, comment c'est installé. Quelles sont les utilités de ce réseau? Ça a été un outil de communication très important. Si on en parlait, Jacques, des événements précis qui se sont passés où le réseau a été... Des événements précis, disons, outre les communications comme outil de communication de tous les jours, là, évidemment, à la base, il y avait aussi, on voulait avoir un instrument en cas d'urgence, en cas d'avoir à faire des communications d'urgence. Ça a été utilisé, entre autres, à l'automne 83, lors d'une recherche en forêt. On l'a utilisé en 84 pour les grands voiliers, la Transat TAG, également lors de la visite du pape dans son déplacement de Québec vers Ottawa. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, nous l'avons même utilisé lors du tremblement de terre de Mexico. Pas celui de Québec, mais celui de Mexico. Alors, c'est beaucoup de structures, Jacques, et puis on voit quand même un certain professionnalisme de la part de tous les radioamateurs. Je te laisse le mot de la fin pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé de proche ou de loin à la réalisation de cette mise en place de tous les équipements, Jacques. Oui, en fait, il les mérite parce qu'il y a des centaines d'heures d'ouvrage dans ça. Puis, je pense que c'est vraiment une réalisation des radioamateurs du Québec. Ce projet-là, c'est un projet-là qui sans tout le travail d'équipe qu'il y a eu à l'arrière de ça, on ne disposera pas d'un tel outil de communication maintenant. Alors, on souhaite bonne chance. Jacques, on te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant de voir toute la mise en place de ces nombreux équipements. Et désormais, lorsqu'on pourra regarder une tour, on pourra s'apercevoir qu'on a quand même un petit morceau de la radioamateur qui fait partie d'une tour ou d'une autre. Souvent. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Alors moi, avant de terminer, je vous rappelle le concours VA2CQ. Vous nous écrivez ici à la station à l'adresse que vous avez vu passer au bas de l'écran il y a quelques instants. Faites parvenir vos lettres. Vous avez simplement qu'à y inscrire votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. À la fin de la série, nous ferons la pige d'une lettre et le ou la gagnante pourra se mériter un cours de première licence en radio amateur. Bonsoir spécial ce soir à tous les écouteurs d'ondes courtes et n'oubliez pas, la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.